C'est la journée internationale du droit des femmes sur Jade FM. Drink sangria in the park. Bonsoir, vous êtes toujours en direct sur Jade FM avec Véro et ses invités. Alors, ce soir, j'ai invité 3 femmes magnifiques de l'association Femmes Toutes Debout. Donc, il y a Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Katia, qu'on avait déjà entendue sur Jade FM. Bonjour. Et Elisabeth. Bonjour. Chacune va vous parler pendant un petit moment de quelque chose de très spécifique et de très pointu. Donc, nous allons commencer par toi, Valérie. Tu fais de la recherche en reconstruction osseuse et tu es professeure à la fac de médecine. Oui, et reconstruction osseuse, notamment après des tumeurs pédiatriques osseuses. Donc, j'ai choisi de vous parler un petit peu de reconstruction de squelette et puis de tumeurs. Nous t'écoutons. Alors, sur la thématique genre et santé, alors c'est pas une thématique nouvelle. Dès 1995, on a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a créé un département femmes, genre et santé. Alors, il faudra attendre 10 ans plus tard, 2006, pour que le Conseil de l'Europe recommande aux États membres de prendre en compte les spécificités de sexe et de genre dans les actions de santé. D'accord. Alors, c'est important parce que il faut, pour une meilleure santé, en fait, il faut une intégration de l'égalité entre femmes et hommes à tous les niveaux. Que ce soit dès la base de la recherche sur la santé, sur les mécanismes des médicaments, mais aussi sur tout ce qui est psychosocial, les mécanismes importants. C'est important parce qu'on a des facteurs de risque, des manifestations cliniques, des conséquences et des traitements qui peuvent varier, être différents entre D'accord. les hommes et les femmes. Alors, vous connaissez sans doute des exemples, mais bon, voilà, moi, Donc, on a la médecine basée sur la biologie du sexe, qui est vraiment liée à des organes de la reproduction, par exemple, pour les femmes, la grossesse, le suivi de l'accouchement, l'avortement, etc. Des médications de la ménopause ou de l'endométriose maintenant. Ce qu'on va plus parler, c'est l'effet finalement du genre. Alors le genre, c'est une pression sociale qui se rajoute à une identité de sexe. Et on va effectivement avoir une médecine qu'on dit spécifique du genre, qui se développe et qui prend en compte ces pression sociale liée à une attribution de rôle qui est attendue en fonction du sexe. La première campagne de santé, de prévention qui a tenu compte du genre, c'était une campagne de prévention contre le sida, la propagation du virus HIV. D'accord. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, on avait des médias, une société qui focalisait son attention sur des hommes homosexuels. Oui. Et pendant ce temps, on laissait le virus se propager dans la population sur les femmes qui étaient 3 fois plus à risque de contacter le virus. Et ça, maintenant, on le sait. Et c'est tristement démontré. C'est la violence physique et sexuelle qui accentue cette transmission. Une violence physique et sexuelle qui est genrée, puisque à 90% exercée par des hommes, et qui est genrée, puisque les victimes sont à 85% des femmes. On a dans le monde quand même une femme et une adolescente sur 3 qui subissent des violences physiques, sexuelles, ou les deux, de la part de leur mari ou de leur partenaire ou de tiers. Vraiment, donc là, c'est la porte biologique d'entrée du virus du sida. C'est une cellule immunitaire qu'on a, hommes et femmes, de façon équivalente dans nos organismes. Par contre, l'utilisation de la violence dans les relations sexuelles, là, elle est très genrée. Elle est bien exercée en majorité par des hommes sur des femmes en grande majorité. Et du coup, on arrive à une triste réalité, notamment l'exemple le plus grave, c'est en Afrique, où vous avez 75% des 15-24 ans qui sont séropositifs, ce sont des femmes. Donc vraiment une grande majorité. Et là, c'est vraiment un fléau
C'est la violence faite aux femmes et aux filles, voilà, est vraiment un fléau qui va accentuer la propagation du virus HIV et au détriment de la santé des femmes. Alors, c'est pas seulement la violence de l'acte physique, hein, de l'acte sexuel, qui peut être incriminé. C'est aussi souvent des entraves aussi à négocier, juste l'utilisation de préservatifs avec les auteurs, sans position dominante. Il ne faut pas penser que à la fragilité des muqueuses. Cette pression entre les genres, entre hommes et femmes, elle se fait même sur des actes aussi simples que de mettre un préservatif. Donc, on va aussi avoir des entraves pour respecter les traitements les antiviraux. Alors, on va parler d'un sujet un petit peu plus léger. Le changement d'une articulation. Voilà, quand on vieillit, l'arthrose conduit souvent à des articulations usées. Et donc, on parle d'arthroplastie. Changement, on va poser des prothèses de hanches et de genoux. Oui, on entend beaucoup de femmes qui ont une prothèse de hanche, en effet. Voilà. Et les femmes sont 2 fois plus susceptibles de souffrir d'arthrose que les hommes. Ah oui. 2 fois plus. Alors voilà, ça c'est une différence, par exemple, d'une expression d'une pathologie entre hommes et femmes. Voilà, il y a sans doute les hormones, hein, tout à fait, qui jouent un rôle important, qui protègent plus, alors que la testostérone va protéger. Mais là, voilà. Ce qui est étonnant, c'est que à imagerie égale, c'est-à-dire quand vous avez une arthrose, on va estimer la gravité avec de l'imagerie médicale. Eh bien, à imagerie égale, c'est-à-dire à dégradation équivalente d'une articulation, les médecins sont 2 fois plus susceptibles de recommander une arthroplastie, donc un remplacement, une pose de prothèse, du genou ou de la hanche, à un homme plutôt qu'à une femme. Et pourquoi ? Alors, c'est une question vraiment qui est intéressante, qui se pose, qui s'est posée. Alors, on a une étude canadienne de 2013 qui a essayé de se dire, qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme? Donc, c'est une étude qui essaye de reproduire des situations de consultation. Donc, on a 60 patients avec la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Pas du tout en surpoids, non obèses, et avec une imagerie médicale équivalente. Dans ce groupe de 60, quand c'est la consultation en face à face, dans leur expérimentation, ils retrouvent les chiffres qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va avoir une recommandation de remplacement de l'articulation pour 60% des hommes qui consultent et seulement de 30% pour les femmes qui consultent. Ah oui, ça fait une grande différence. À imagerie égale. Bon, ils ont validé leur étude comme ça en montrant qu'ils retrouvaient la différence qu'on connaît de 2 fois plus de prescription de remplacement de l'articulation pour les hommes que pour les femmes. Ils ont fait un autre test. Un test dans lequel il y avait ce rendez-vous de consultation face à face et puis après un temps de travail sur le dossier. Un dossier papier avec les imageries où le genre est bien indiqué, hein, il n'est pas caché. Et bien là, ce temps de recul en dehors du face-à-face, permet de réajuster un peu. On va avoir le même taux de prescription pour les femmes que pour les hommes, 67%. Entre-temps, les hommes ont gagné un petit peu en taux de prescription. Ils sont passés à 80%. D'accord. Mais bon, tout le monde bénéficie quand même d'une prise en charge, d'une proposition différente. En fait, il faut arriver à une documentation papier uniquement, c'est-à-dire que seulement une consultation papier, avec toujours le genre indiqué, pour arriver quasi à l'égalité de traitement, c'est-à-dire pour une même dégradation d'articulation, avoir la même prescription d'un remplacement de prothèse autour de 70-77%. Et je trouve ça souvent intéressant d'en parler quand même parce que on est souvent inquiet. Par exemple, des consultations à distance. On se dit, mince, il n'y a plus d'humain dans tout ça. Je perds la relation humaine. Et en fait, tout ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la relation humaine, la relation à l'autre, est chargée de stéréotypes et influence notre façon d'entendre le patient ou la patiente, et donc influence la décision médicale. Mais aussi, quand on est patient ou patiente, eh bien, en fonction de ce qu'on attend, nous, de la société, on ne va pas non plus forcément partager la douleur, la réalité de la même façon.
Moi, je l'ai vu faire, hein, j'ai vu ma mère, j'ai accompagné ma mère à un rendez-vous avec un orthopédiste et elle était vraiment dans le déni. Non, tout va bien, non, je dors bien, alors qu'elle s'endort à 2 heures du matin. Non, non, mais je bouge très bien, alors qu'elle ne monte plus les escaliers, etc. Est-ce que vous avez mal là? Oh, je peux pas dire que vous me faites du bien. Donc, c'est des deux côtés. Il faut toujours penser, en santé, ça va se jouer du côté du patient et du côté du médecin, du professionnel de santé. Donc la Donc, différence se fait vraiment dans la façon dont les choses sont dites d'un côté comme de l'autre, quoi. oui, et Beaucoup. entendu, et qu'est-ce qu'on attend? On a des études là qui commencent à sortir juste grâce à l'IA notamment, qui montrent que, bah oui, même à imagerie égale, si on analyse les prises de décision et tout, on a cette différence. Alors, elle a tendance quand même à se corriger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a pris conscience, et c'est ça ce qui est magique, hein, une fois qu'on prend vraiment conscience des stéréotypes, qu'on se dit, ah, je peux réagir comme ça, aussi bien des deux côtés, en fait, ça peut se corriger. C'est ça la belle chose de pouvoir en parler, c'est qu'on peut corriger. Et là, on voit que ça commence à se corriger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, là, l'étude dont je vous ai parlé, c'était 2013. Maintenant, on est en 2025. Les femmes, ça y est, sont plus nombreuses que les hommes à recevoir une prothèse de genou. Par contre, elles sont toujours pas 2 fois plus nombreuses, hein, par rapport aux besoins qu'on pourrait... Est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien, c'est pas le but. Mais c'est de se dire, voilà, on peut quand même changer voilà, notre façon de prendre en charge médicalement une pathologie si on connaît les stéréotypes derrière. Très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Valérie? Là-dessus, non. Par contre, je veux bien vous parler du cancer du sein et de la prostate. Oui. Parce que là, c'est vraiment, OK, les genoux, on a les mêmes organes, mais c'est vrai qu'on peut avoir des pathologies qui sont plus ou moins graves en fonction du sexe. Cancer du sein et de la prostate, on se dit, bon, bah, ça, c'est typiquement un cancer lié au sexe. Oui. Oh, voilà, c'est un organe qui est lié au sexe. En fait, alors c'est 2 cancers hein, qui concernent vraiment plus de 100 000 cas, nouveaux cas par an en France chez les femmes, chez les hommes, et qui entraînent quand même plus de 60 000 à 70 000 décès par an. Hein. Donc c'est des cancers courants. Mais ça, hélas, tout le monde en a bien pris conscience. Et donc pour ces 2 types de cancers, on peut se dire, bon, bah, est-ce que le genre vient peser dans ces cancers? Et en fait, ça, c'est une question que s'est posée des chercheurs. Alors, une équipe, ils ont fait un gros travail. C'est une publication qui est en français, qui s'appelle « Quand le cancer rencontre le genre », par Anastasia Meidani et Arnaud Alexandrin. Elle est publiée dans une revue française de sociologie en 2019. Elle porte quand même sur 400 séances d'observation et puis une centaine d'entretiens. Les personnes interrogées ont autour de 63 ans. Hein, c'est des cancers voilà, qui arrivent assez tardivement. Et en fait, ce qu'ils démontrent, c'est que le genre, oui, va influencer le vécu de la maladie déjà. Chez les femmes, ça va être vécu comme une affection qui est curable, qui doit se soigner. Ça doit se soigner. On doit survivre. Pour les hommes, l'affection paraît plus grave. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Et puis la prise en charge, elle va être aussi différente. Chez les femmes, on va avoir comme une autosurveillance très active, très combative, presque une dynamique excessive dans cette prise en charge. À l'inverse, chez les hommes, on va pouvoir avoir plutôt d'exprimer une résistance à accepter ce cancer, parce que ça met en cause la virilité, hein, ça met en cause le rôle physique. Il y a plutôt un déni de la maladie. Alors, c'est des maladies
pas facile, hein. On a des résections de la tumeur qui vont enlever un morceau de sein, la mammectomie ou de la prostatectomie. Donc il y a un avant et un après ces cancers, hein. Et il y a besoin d'un travail de reconstruction. C'est une atteinte physique. Et si vous faites une atteinte physique, on le sait, on va atteindre l'identité. Voilà, comment on se voit, comment on s'identifie. Et ça, c'est très différent en fonction du genre. Donc, on doit avoir un équilibre entre le maintien de soi et puis cette nouvelle mutation qui est imposée par la maladie. Donc, là, dans leur étude, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retrouve, face au cancer, une reproduction des normes de genre. Vous voyez, pour les femmes, finalement, c'est la culture du soin, Oui. du care. Pour les hommes, c'est encore se taire. Rien dire, pas exprimer. Donc on reste sur des choses qu'on sait, qu'on apprend très, très petit en fait. Prendre soin ou alors s'interdire les émotions et l'expression même de la douleur. Donc il faut vraiment, vraiment penser le genre, au-delà du sexe, en fait il a des conséquences sur l'interaction qu'on a entre soignant et soigné. Et puis, il a des conséquences sur la façon dont on va construire le soin. Donc, ça va plus loin des fois que de prendre le médicament, d'être juste diagnostiqué et de prendre le médicament. Et c'est important de le savoir parce que ça permet de mieux... Donc, moi, je vais terminer avec ça parce que voilà, j'étais assez longue. Je voudrais juste dire que c'est important de penser genre et santé parce qu'il faut mobiliser les concepts de genre, c'est-à-dire ce que nous impose la société comme rôle et qu'on intègre inconsciemment avec les stéréotypes pour pas réduire les différences entre les hommes et les femmes à des différences biologiques. Il faut bien intégrer les modes de vie. Il y a des expositions à la violence qui ont des conséquences, à la pénibilité du travail ou à la pauvreté. Il ne faut pas non plus surévaluer les différences entre les sexes et les genres. Il y a des organes, on a les mêmes, quand même, il y a des choses qui vont être communs. Et il faut bien intégrer quand même des facteurs comme l'âge. Voilà, ça ne va pas être genré, mais il y a un âge, des origines, la précarité, elle peut être chez un homme, chez une femme, mais ça va jouer vraiment sur l'état physique. Voilà, l'idée, c'est de prendre en compte les effets qu'on peut réussir à identifier du genre sur toute la chaîne d'analyse de la santé pour pas être préjudiciable envers les femmes, mais ni envers les hommes. Et si on parlait des hommes, il y a des conditions, il y a certaines pathologies où leur genre influence plutôt négativement aussi leur prise en charge. Voilà, je pense que c'est important de faire attention, de changer les discours et puis de continuer à relever les stéréotypes de genre pour justement pouvoir faire évoluer les choses. Et il y a vraiment cette prise de conscience-là pour la médecine, en fait, de ces différents... Alors, c'est pour ça, c'est bien votre question. Je suis contente que vous la posiez parce qu'effectivement, pour mieux soigner, il faut quand même faire entrer dans la pratique de la médecine des gens assez divers. Et il nous faut des femmes dans les carrières médicales, de la recherche à l'enseignement. Il faut bien effectivement penser à changer nos systèmes quand même éducatifs pour transformer des pratiques individuelles et collectives. Donc oui, ça change quand même. On voit les choses bouger quand même au niveau de l'enseignement même des sciences médicales. Merci Valérie, c'était très intéressant et c'est quelque chose dont on parle peu en fait. Et nous allons maintenant parler avec Elisabeth. Alors Elisabeth, tu es retraitée, joyeuse retraitée. Depuis un moment. Et tu étais sage-femme. Oui. Et tu as souhaité venir nous parler des règles de la femme qu'elles ont chaque mois. En préparant cette intervention, j'ai pris conscience, même si pour moi, il y a longtemps que j'ai plus mes règles, je dois le dire, parce que j'ai 73 ans, à quel point ces règles, si mal nommées, parce qu'en fait, il n'y a rien de moins bien réglé que les règles, parce qu'elles peuvent être absentes, elles peuvent être trop fréquentes, elles peuvent être anarchiques, et on appelle ça quand même les règles, parce que c'est censé être tous les 28 jours, dans l'idéal d'ailleurs.
comme le cycle lunaire, ce qui est quand même un peu étonnant, le rapport de l'humain à l'astrologie. En fait. Oui, c'est censé être régulier, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça des règles, parce qu'on est censé être régulière, 28 jours, l'ovulation 14e jour, c'est comme du papier à musique, quoi, et c'est pas du tout ça en réalité. Mais ces règles, si mal nommées, ont une place très importante dans nos vies, depuis notre vie de petite fille, où on nous parle parfois des règles, on les attend, des fois elles viennent trop tôt, des fois elles viennent trop tard. En général, c'est les premières années de collège. C'est pas une période très facile déjà de rentrer au collège. En plus de savoir que ces règles vont arriver, ça peut être un peu traumatisant pour les petites filles. Et bien jusqu'à la ménopause et même après, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on n'a pas des filles qui ont leurs règles, des amis, etc. Donc c'est quand même, ça a une place importante dans la vie des femmes, les règles. Et aussi dans l'imaginaire collectif et à travers les cultures des différents pays du monde, les règles ne sont pas vues de la même façon. Dans certains pays, elles sont considérées comme un signe de puissance, un symbole de fertilité. Il y a des mythes souvent obscurs par rapport au sang des règles et parfois considérés comme impurs et source d'exclusion sociale. Dans beaucoup de pays, quand on a ces règles, on se met à l'écart. Parce que, est-ce qu'on ne va pas contaminer son entourage? Donc, alors je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pour remonter un petit peu. Autrefois, je ne sais pas si vous le savez, à l'apparition des premières règles, traditionnellement, la petite fille recevait une gifle amicale, histoire de marquer la fin de l'enfance, que ce soit un souvenir qu'elle garde dans sa mémoire. Et puis, bienvenue au club, quoi. On arrive dans un monde de responsabilité. Tout d'un coup, on a ces règles. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention à plein de choses. On va être confronté à la douleur, à la peur, à la honte. Voilà, j'ai l'air d'être négative, mais c'est vrai que c'est quand même un moment de la vie de la petite fille qui est pas facile à vivre. Alors, c'est vrai que maintenant, les mamans en parlent, les grandes sœurs, les amis, on en parle quand même plus librement. Mais malgré tout, c'est un bouleversement important. Et le regard des autres qui change. Le corps se féminise, les garçons commencent à regarder, on commence à regarder les garçons. Donc, c'est pas anodin, la puberté. Alors, on essaie bien, avec humour, de dédramatiser l'événement. On a trouvé tout un vocabulaire. Voilà, les Anglais qui débarquent. J'ai mes ragnagnas, je suis indisposée, j'ai mes mauvais jours. J'ai vu aussi, parfois, on disait le drapeau rouge est levé, ou j'ai mon coquelicot, où il y a énormément d'expressions autour des règles. Un peu humoristiques, aussi un peu pour dédramatiser. Puis par pudeur, on n'ose pas dire j'ai mes menstrues, quoi. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai mes menstrues en ce moment. Enfin, par rapport à l'entourage aussi, tout ce qu'on racontait autrefois. Alors c'est peut-être pas toujours vrai, mais un peu quand même. Ah, elle est de mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles. Oui. Tu vas rater la mayonnaise. Ouais. Ne mets pas tes mains dans l'eau froide. Ne lève pas les bras. Bon, il y a des expressions qu'on a un peu oubliées, mais que moi j'entendais beaucoup quand j'étais petite. Les mains dans l'eau froide, j'ai jamais compris. J'ai fait des études de sage-femme. Le lien entre l'eau froide et les règles, rater la mayonnaise, c'est la même chose. Lever les bras. Oui, lever les bras. On disait, non, c'est plutôt les femmes enceintes. On leur disait de pas lever les bras, par exemple, pour accrocher le linge, risque de perdre son bébé. Ça, c'était pas par rapport aux règles. Là, j'ai fait une petite erreur. Et oui, effectivement, la puberté, c'est l'entrée au collège. Il faut s'adapter à une nouvelle vie. Comment on va faire pour le sport et la piscine? Où est-ce que je vais me changer? Est-ce que je vais pouvoir me laver? Pourvu que ça déborde pas, je mets pas de vêtements blancs. Donc, on se rend compte que toutes les responsabilités que ça implique de penser à mettre une serviette dans son cartable, etc. Donc, ce n'est pas anodin, tout ça. Alors, bon, le progrès est arrivé. Alors, le progrès, mais le progrès, quand même, on a un peu facilité la vie des femmes qui ont leurs règles, quand même. Déjà, c'est fini les serviettes en éponge. Alors, je me souviens d'une petite anecdote. Autrefois, les serviettes en éponge, on les faisait tremper dans un seau qui était plus ou moins sanguinolent et qui interpellait un peu les petits garçons en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ?» Les voisines, quand elles voyaient plus les serviettes périodiques accrochées au fil à linge, disaient « Ah, elle doit être enceinte ». Donc voilà, tout ça, c'est du passé. Mais bon, je trouvais ça marrant d'en parler. Oui. Donc, il y a eu d'abord les serviettes jetables, les tampons. Alors, les premiers tampons, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Comment on met ça? Il faut lire le mode d'emploi. C'est marqué, il faut mettre le pied sur la chaise. En plus, on ne sait pas trop comment on est fait, on ne connaît pas trop son anatomie, il fallait prendre un miroir. C'était tout un événement de mettre un tampon. Et les craintes de l'entourage,
Et ta virginité, tu vas pas perdre ton hymen en mettant un tampon? Et n'est-ce pas le sexe de ton époux qui doit le premier pénétrer dans ce lieu sacré et préservé pour lui? C'était un petit peu ça, hein. Il fallait préserver sa virginité. Je parle de la France, je parle pas d'autres pays. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a tout ce cortège autour des règles de la douleur, la migraine, le ventre gonflé, le dégoût de soi, la mauvaise humeur? Effectivement, ça peut arriver. Tout ce qu'on appelle pudiquement le syndrome prémenstruel, certaines en sont épargnées, mais ça a quand même souvent un impact négatif sur le quotidien de beaucoup de femmes. C'est un moment où on n'est pas forcément au top, quoi. On est plus au top après les règles en début de cycle, parce que c'est pas le même régime hormonal, hein. C'est un régime estrogénique au début, progestérone à la fin. Donc c'est vrai qu'on se sent lourde, gonflée, parce que le corps, il prépare une possible grossesse. Il y a une explication physiologique à ça. Alors, bon, maintenant, on prend plus en compte ces douleurs de règles. Autrefois, on disait, tu te couches, tu te mets une bouillotte sur le ventre, ça va passer. Mais il y a des douleurs qui ne sont pas acceptables, qui sont vraiment très violentes. Tu as parlé de l'endométriose. On prend enfin en compte ces problèmes d'endométriose qui étaient souvent diagnostiqués très tard, après de nombreuses années de souffrance, d'errance médicale. Maintenant, il y a des centres dédiés. Je sais qu'au CHU de Nantes, il y a un centre dédié à l'endométriose. Malgré tout, on m'a fait des confidences que ce n'est pas encore un problème très facile à régler, avec les risques aussi après d'infertilité, etc. Pour l'endométriose, Oui. je rajouterais là, par rapport à tout à l'heure sur l'apprentissage dans les sciences médicales, voilà, ce qu'on essaye de faire évoluer, c'est de ne pas laisser l'endométriose juste pour l'étude des organes féminins, la gynécologie. Parce qu'en fait, maintenant, on considère que c'est une maladie un peu systémique qui va se répartir. Et si on peut avoir des problèmes au niveau de la vessie, au niveau du système urinaire. Et du coup, si on va consulter pour des problèmes urinaires, c'est bien que les médecins pensent qu'il peut y avoir un problème d'endométriose. Donc ça, c'est en train de bouger. Et aussi au niveau de l'intestin. Oui, parce que le problème de l'endométriose, c'est une prolifération de la muqueuse utérine dans différents organes. Donc effectivement, le signe d'appel, ça peut être des douleurs utérines, mais ça peut être autre chose, tu as raison. Par rapport à ton intervention tout à l'heure, je voulais dire que la profession médicale s'est beaucoup féminisée. Il y a un pourcentage de femmes de plus en plus important dans les études de médecine et que je pense ça aide quand même la prise en charge en fonction du genre. Enfin, voilà, qu'on est plus sensible aux problématiques féminines qu'à une époque où 90% des médecins étaient des hommes. Voilà, ça, je pense que c'est une explication basique, mais quand même qui... alors oui, il y a des associations comme Règles élémentaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association. Vous, oui, parce qu'ils ont participé au forum de santé des adolescents qui sont très actives. Ça s'appelle Règles élémentaires. Bon, il y a un petit jeu de mots là-dedans. Elles interviennent beaucoup dans les écoles, les lieux publics, les forums de santé. Et elles ont beaucoup de succès. Parce qu'elles viennent avec du matériel, hein, les culottes menstruelles, elles montrent les cups, elles montrent des serviettes lavables, etc. Mais c'est pas qu'elles sont particulièrement écolos, c'est qu'elles présentent toutes les possibilités de protection qui existent aujourd'hui. Et moi, j'ai participé à des forums et ce que j'ai trouvé super, c'est qu'elles ont un succès extraordinaire auprès des garçons. Et les garçons sont contents de venir, ils veulent savoir, ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est que ces règles si mystérieuses, parce qu'ils voient bien que c'est un problème pour les filles, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Alors, une proposition de loi a été déposée le 20 février 2024. Je vous ai posé la question, parce que vous êtes peut-être plus au courant que moi, visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail, en mettant en place un congé menstruel. On en parle depuis longtemps. Il y a des pays asiatiques en particulier où cette loi existe déjà. C'est-à-dire que le congé menstruel, c'est pas un arrêt de maladie. On ne va pas chez le médecin, mais on a droit, effectivement, si on a des règles très douloureuses, invalidantes, de ne pas se rendre au travail. Il n'y a pas eu de décrets encore qui ont permis de mettre en place cette loi. Après, il y a des organismes, on en parlait avec Valérie, dans certaines universités, dans certains organismes, ou certaines entreprises même, qui sont assez évoluées et qui acceptent que des femmes aient un congé menstruel sans forcément fournir un certificat médical. Ce qui est quand même un progrès. Et pour rassurer tout le monde, en fait, où ça a été mis en place, il n'y a pas d'augmentation fulgurante du nombre de congés menstruels posés. C'est très raisonnable. Les femmes sont très raisonnables. Elles le demandent quand
elles peuvent vraiment pas. Oui. Ouais. Certains s'inquiètent effectivement. Ah oui, mais alors, si toutes les femmes prennent 2 jours de vacances tous les mois parce qu'elles ont leurs règles, où va-t-on? Bien sûr. Bon, je pense pas que les femmes soient les plus demandeuses en congé, maladie et autres. Il y a eu sûrement des études de fait. Je pense que les femmes au travail en général sont assez fiables entre guillemets. Un autre problème aussi dont on parle depuis quelques années, qui est la précarité menstruelle, Oui. qui est un vrai problème, Oui. puisque beaucoup de femmes n'ont pas accès aux protections périodiques. Je ne sais pas si vous connaissez maintenant le prix des protections serviettes, tampons, etc. Certaines femmes n'ont pas accès à ça. Difficulté d'accès à l'hygiène aussi. Bon, il y a des femmes qui vivent dans la rue, qui vivent dans des conditions précaires. La période des règles, c'est une période où on a envie, on a besoin aussi d'avoir une hygiène quand même maximale, parce que pour éviter aussi des infections qui peuvent survenir à cette période du cycle. Et donc, ça entraînait aussi un absentéisme à l'école, dans les universités. Les jeunes femmes qui n'ont pas de serviettes périodiques, forcément, elles vont rester chez elles en attendant que ça se passe. Donc, il y a des associations qui distribuent gratuitement des protections comme Règles élémentaires dont j'ai parlé, Gynéco sans frontières, les Restos du Cœur. Dans les universités, il y a peut-être des distributeurs aussi de protections gratuites. Oui, mais surtout l'action du département. En fait, Ah oui. dans tous les collèges, D'accord. au moins en 44, on a la chance encore d'avoir le département qui distribue des protections. Oui, c'est bien. Et il y en a à l'université, j'y étais cet après-midi. Oui. Il y en a bien dans Oui. les toilettes. D'accord, très bien. Et il y a ça peut être pris en charge aussi à 60%. J'ai découvert ça, les protections périodiques dans certains cas, avec une prescription. Je ne sais pas qu'on pouvait prescrire des protections, mais bon, c'est envisagé en tout cas. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, les règles, ça peut être, c'est plus une source de soucis qu'une grande satisfaction d'avoir ces règles, même si autrefois, avant la contraception, il faut savoir que quand les femmes avaient leurs règles, elles sautaient de joie. Parce qu'il y en a certaines, tous les mois, elles se demandaient si elles n'étaient pas encore enceintes. Donc autant les règles étaient plutôt acceptées joyeusement à une certaine époque, autant maintenant, ouais, on n'a pas envie, quoi. Donc, les jeunes femmes veulent s'affranchir un petit peu de cet esclavage des règles. Et on peut le faire, hein, sans aucun risque de santé. Alors, comment font-elles pour ne pas avoir de règles? Vous savez, les règles, ça tombe toujours au même moment. Hein. On doit aller en vacances, on doit faire du sport, on doit faire une fête avec des amis, ou rencontrer un petit copain. C'est trop... Ah, Vas-y, continue, Elisabeth. Faut laisser un petit peu de temps à Katia. oui, finalement. Je faisais un petit signe. Donc, de plus en plus, je me suis renseignée auprès de mes collègues jeunes sages-femmes qui m'ont dit effectivement maintenant, les femmes veulent s'affranchir de ça, pas forcément de manière définitive, mais de manière fortuite. Enfin voilà, parce que les règles que l'on a quand on a une contraception, ce sont des règles de privation, hein, parce qu'il y a une chute d'hormones, donc qui n'ont absolument aucun intérêt médical ou physiologique. C'est juste pour dire, voilà, j'ai mes règles, mais elles ne servent à rien. Donc, on peut prendre des estroprogestatifs en continu, ce qu'on fait depuis très longtemps, hein, c'est-à-dire on ne s'arrête pas une semaine, on reprend la deuxième plaquette, donc il n'y a pas de règles. Il y a des dispositifs intra-utérins, ce qu'on appelait autrefois des stérilets hormonaux, qui évitent d'avoir des règles, qu'on utilise beaucoup en période de préménopause, pour éviter ces cycles anarchiques et tous ces problèmes liés aux hormones. Les implants également. Il y a pas mal de contraceptions qui suppriment les règles ou qui les transforment ce qu'on appelle en petit spotting, c'est-à-dire des petites pertes de sang, de rien du tout. Voilà, donc après tout, moi je trouve ça très bien. C'est vrai que de pouvoir se débarrasser de ce souci, pour certaines disent c'est pas un souci, mais pour certaines ça l'est. Pour les sportifs, par exemple, je sais pas, tu devais parler du sport. Non, c'est toi, Katia? Non. Bon, alors, on ne va pas aborder le problème du sport, mais les sportifs de haut niveau, c'est un problème pour elles, les règles, les périodes de syndrome prémenstruel. Forcément, si elles participent aux Jeux Olympiques, c'est pas tout le monde, mais elles sont pas au top, quoi. Et ça, il faut pas l'oublier. Parfois, pour des raisons médicales, on supprime les menstruations, mais dans un but thérapeutique, hein, pour les femmes qui saignent beaucoup, qui ont des anémies, les dysménorrhées importantes, l'endométriose aussi, voilà. Donc, parfois, les règles, non seulement elles sont pas utiles, mais elles sont plutôt invalidantes et ont plutôt des conséquences négatives.
Alors même s'il arrive à toutes de pester contre ces foutues règles qui nous pourrissent parfois la vie, quand elles s'arrêtent vers la cinquantaine, c'est aussi parfois un traumatisme, comme quoi on a un peu des contradictions. Eh oui. Voilà, cette périménopause puis ménopause installée met un point final à notre possible vie reproductive, voire affective, voire sociale, voire sexuelle, dans l'imaginaire de certains. Dans certains domaines artistiques ou médiatiques, on constate cet effacement, cette invisibilité des femmes passé un certain âge. Il faut parfois lutter pour exister encore. Mais surtout, elle s'accompagne d'un cortège de manifestations peu agréables, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, prise de poids, tous ces symptômes peu compatibles avec une sexualité épanouie. Mais d'autres racontent une sorte de libération, de liberté, au contraire, et une nouvelle vie qui commence. Voilà, il faut être positive, les filles. C'est ça. Vive la ménopause. Merci Elisabeth. Et puis alors, pendant que tu parlais, je repensais à ces élèves du collège de Chaumes-en-Ré que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, qui en ce moment ont mis une boîte, genre boîte à idées, dans la cour de leur collège, Oui. et où demandent à tous les collégiens, garçons et filles, de dire ce qu'ils pensent des règles. Et je vais aller les rencontrer fin mars et ils vont dépouiller en fait toutes ces suggestions, ces idées, ces réflexions sur les règles. Et voilà, on verra un peu ce qu'en pensent les collégiens, ça va être intéressant. Et je te conseille de faire appel à l'association Règles élémentaires, parce que je pense que c'est vraiment l'association qui est la mieux placée pour parler de ce sujet. Mais c'est une très bonne initiative, en tout cas. Alors Katia, il te reste un petit peu moins de temps Oui, que mais ça va aller, je vais faire une tes transition. compagnes. Donc rapide. Katia Gillet, qui était déjà venue nous voir pour j'ai déjà parler de l'association Femmes Toutes Debout, qui est une association de lutte contre les violences faites aux femmes et de rassemblement de femmes qui ont subi ces violences. Et Katia, tu voulais nous parler plus, toi, de la santé des femmes au travail. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui nous réunit ici, c'est vraiment la recherche de l'égalité. Et là, on voit bien que dans le traitement de la santé des femmes et en termes de genre, voilà, on constate certaines inégalités, les particularités qu'ont la plupart des femmes que d'avoir des règles. On voit bien que c'est difficilement pris en compte dans la vie, puisque voilà, le tabou est difficile à lever. Et donc, concernant la santé des femmes au travail, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que certaines particularités sont très, très peu prises en compte. Donc, en effet, avoir ces règles au travail, ça peut être compliqué s'il n'y a pas de toilette adaptée. Ah oui. Sur certains chantiers où il y a une nécessité de base vie, par exemple, et où des femmes doivent voilà, travailler pour leurs différentes activités, différents métiers, elles n'ont pas toujours accès à des toilettes adaptées lorsqu'elles ont leurs règles, ou même tout simplement pour aller uriner tranquille. Donc voilà, certaines conditions de travail sont absolument pas adaptées pour les femmes qui ont leurs règles ou qui nécessitent de s'asseoir pour faire pipi, tout simplement. Donc là, je vais vous parler un petit peu, voilà, globalement de la santé des femmes au travail, et en particulier un rapport du Sénat est sorti en 2023 et qui dit que bien que voilà, les femmes constituent la moitié de la population, oui, 49% de la population active. Il y a de nombreuses disparités en termes d'emploi et de conditions de travail et des conséquences sur la santé des femmes. Donc, j'ai donné cet exemple des bases vies, mais pas seulement. Donc, en effet, il existe d'autres inégalités assez importantes. Par exemple, Santé publique France dit que plus de 11% des femmes salariées sont concernées par une maladie en lien avec le travail, donc la souffrance psychique en lien avec le travail, qu'on appelle SPLT, est 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc 6% chez les femmes et 3% chez les hommes. Et chez les femmes, ce risque de souffrance psychique liée au travail était plus important dans les secteurs du transport et de l'entreposage, de la construction et de l'industrie. Alors on se dit, chouette, les femmes ont les mêmes métiers que les hommes, mais dans ces secteurs-là, le travail est très très différencié. C'est-à-dire que les hommes sont plus dans les emplois techniques, manuels d'encadrement, alors que les femmes le sont plutôt dans des emplois dits tertiaires, avec des tâches administratives comme le service à la clientèle, la gestion des ressources humaines et des professions qui sont connues, qui sont très reconnues pour la souffrance psychologique au travail. Donc c'est très, voilà, malgré le fait qu'elles puissent travailler dans des secteurs dits masculins, mais finalement elles y exercent des métiers dits féminins, de relationnel,
et en particulier de gestion, d'organisation, de logistique, et elles ont une prévalence en termes de souffrance psychique dans ces domaines-là. Et puis une chose aussi, des troubles importants que l'on retrouve énormément, notamment chez les femmes qui sont très très majoritaires dans les métiers de l'aide à la personne. Donc je recommande pour ça un superbe film, Debout les femmes, de Gilles Perret et François Ruffin. C'est là que j'ai vu cette information et ensuite je l'ai creusée. On entend des femmes qui sont interviewées dans leur voiture entre différents domiciles de patients ou bien de personnes chez qui elles vont faire le ménage ou bien faire une toilette, etc. Et il y a vraiment une prédominance de troubles musculo-squelettiques dans ces professions. Un autre chiffre, 3 femmes sur 5 déclarent des douleurs liées aux troubles musculo-squelettiques. Je ne veux pas rentrer dans les détails du dos, des membres supérieurs, etc., etc. Donc voilà, l'usure psychique, l'usure physique, les troubles musculo-squelettiques et les cancers sont importants chez les femmes. Et je veux vous parler, parce que peut-être que vous en avez entendu parler, il y a une reconnaissance du cancer du sein chez une infirmière qui travaille de nuit. Donc là, ça fait jurisprudence maintenant. Et en effet, parmi les différentes causes du cancer du sein, évidemment qu'il n'y a pas que ça, mais en tout cas, il y a quand même un lien important. Alors, le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Les raisons qui vont amplifier ce phénomène, c'est le travail de nuit posté. Et si on rentre dans les détails, en fait, ça perturbe le cycle du jour, de la nuit, du repos, du sommeil, etc. Et donc, c'est considéré comme cancérogène probable. Puis s'ajoute aussi, en termes de cancer, l'utilisation de produits ménagers, notamment toujours dans ces métiers de l'aide à la personne, à être agente d'entretien. C'est assez important. On appelait aussi l'angine de poitrine. En fait, maintenant, on sait qu'il y a un gros pourcentage qui est lié à ces produits d'entretien. Donc, c'est vraiment précieux dans les collectivités ou même chez nous de faire attention aux produits utilisés. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai quelques chiffres là. Et ça, c'est clairement genré, puisque le ménage est dans les collectivités et chez soi et repose essentiellement sur les épaules des femmes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on pourrait inviter les associations ou entreprises employeuses des agentes d'entretien qui sont majoritaires à émettre des chartes de fonctionnement, en tout cas éviter les produits qui seraient nocifs à la santé, puisque du coup les agentes d'entretien sont un petit peu dépendantes des personnes chez qui elles vont faire le ménage. Donc si quelqu'un leur demande d'utiliser l'eau de Javel, elles n'ont pas le choix que d'utiliser l'eau de Javel. Donc les employeurs ont leur responsabilité dans cette question. Les employeurs sont responsables de la santé de leurs employés. Donc, il y a un petit peu de travail à faire de ce côté-là. Je voulais vous redonner le chiffre du lien entre les horaires de nuit et les cancers du sein. Les horaires de nuit augmentent de 26% les cancers du sein. Voilà, donc c'est pas rien. Oui, Ce n'est pas rien. Oui. Donc je voulais parler, quelques exemples. Et puis bien entendu, quand on parle de la situation des femmes, des inégalités femmes-hommes, on parle très souvent des violences sexistes et sexuelles. Et nous, dans notre association Femmes Toutes Debout, on en parle beaucoup. On fait beaucoup de prévention par rapport à ça. Et bien mine de rien, les violences sexistes et sexuelles au travail sont très très importantes et nuisent évidemment à la santé des femmes. Alors, quelques chiffres assez importants et graves. 10 viols ou tentatives de viol par jour ont lieu au travail. C'est énorme. Oui, c'est pas rien. 30% des femmes sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au travail. Donc, bien entendu que ça va nuire à leur santé psychique, physique. Ça va nuire à leur santé tout court. Et à leur travail aussi, d'ailleurs. Et à leur travail. Et je rappelle que les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés au travail. Ils ont ils ont une très, très grande responsabilité par rapport à ce qui se passe en termes de violences sexistes et sexuelles au travail. 80% des femmes salariées sont régulièrement confrontées à des attitudes et à des comportements sexistes. Donc donc le harcèlement et le harcèlement sexuel, ça peut constituer des troubles. Un chiffre très important, 70% des victimes de harcèlement sexuel au travail n'en parlent pas à leur supérieur ou à leur employeur. Donc c'est tu.
Ouais. C'est invisibilisé, mais il n'empêche que la santé des femmes est impactée et donc ça nuit à leur vie. Pour résumer, une victime de harcèlement sexuel peut souffrir d'atteintes psychiques et physiques extrêmement importantes. Voilà, il y a beaucoup à faire sur cette question. C'est pas si évident de dénoncer les violences sexistes et sexuelles au travail, puisque les enjeux sont importants. Oui. Les victimes connaissent le plus souvent les agresseurs. Ça peut être un supérieur, mais ça peut être un collègue. Donc c'est tout un système qui peut être mis très très en difficulté en cas de dénonciation. Puis il en va souvent de la perte de l'emploi. Et dans la plupart des cas, c'est souvent la victime qui doit s'en aller. Donc il y a un énorme travail à faire de ce point de vue-là. Et je voulais passer aussi à un autre sujet. Puisque du coup, quand on parle de santé des femmes au travail, on parle aussi prévention. Et donc, il y a aussi un travail important à mener en termes de médecine de travail. Et je voulais parler spécifiquement des femmes qui existent le même métier que moi. Alors, pourquoi les femmes ? Parce que je suis professeure des écoles. Dans le premier degré, on dit le premier degré, maternelle, élémentaire, nous sommes une très, très, très grande majorité de femmes. Même si ça vaut pour tous les personnels, il faut savoir que, nous n'avons pas de médecine du travail. Donc, sans médecine du travail, comment on prévient le risque de santé au travail, comment on prévient les burn-out, comment on prévient... voilà, donc là, c'est vrai que je parle de beaucoup d'injustice, je parle d'égalité ou d'inégalité. À un moment donné, il y a des choses à faire et une médecine du travail qui tienne compte du genre, une médecine du travail qui tienne compte de la pénibilité, permettrait de faire en sorte que non seulement les femmes vivent plus longtemps, on sait que les femmes ont l'espérance de vie la plus élevée que les hommes en tout cas, mais dans quelles conditions ? C'est-à-dire qu'en effet, les femmes vivent plus longtemps, mais dans des conditions de santé qui sont souvent dégradées, liées justement à un travail pour lesquels on n'a pas forcément tenu compte de leurs particularités. Et puis Valérie en a parlé tout à l'heure, lié aussi à une précarité importante, puisque les femmes ont des vies au travail bien plus précaires que les hommes. Juste un autre chiffre, 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et souvent ne sont pas choisis. Donc, qui dit temps partiel dit salaire partiel, voilà, tout cela mis à la santé des femmes. Et s'ajoute à tout cela une intériorisation des souffrances. Voilà, Valérie en a parlé. Voilà ce que je voulais dire à propos de la santé des femmes au travail. En tout cas, on continue Katia. La lutte. Il y a beaucoup de choses à faire et puis merci de votre attention. Valérie, tu voulais ajouter une petite chose ? Il y a une étude récente qui est sortie là sur la santé des femmes, surtout leur demander. Et en fait, avant de penser à leur santé, en fait, leur premier sujet de préoccupation, c'est la santé des autres, de leur famille autour d'elles. Tout à fait. Et quand même, en troisième cause qui nuit à leur santé, c'est bien... la précarité qui va réduire leur accès aux soins. Ça, c'est une cause quand même qui est bien reconnue et qui est assez en amont. La précarité qui, du coup, n'est pas forcément compensée par des droits à la sécurité sociale ou des droits à la mutuelle de la sécurité sociale. J'ai un exemple tout simple. Je connais une personne qui a besoin de lunettes, qui a besoin de revoir sa correction de lunettes. Et bien, du coup, elle n'a pas la mutuelle adaptée. Donc, elle attend que la sécurité sociale veuille bien répondre à sa demande de mutuelle de la sécurité sociale pour pouvoir acheter ses lunettes. Bon, en attendant, elle ne voit pas bien. Merci à toutes les trois d'être venues. Merci Elisabeth, merci Katia, merci Valérie. Tout ça, c'était très intéressant. Si vous avez été intéressé par l'intervention de ces trois femmes, sachez qu'il y aura un podcast, en fait. Vous pourrez le réécouter. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Bravo. Katia, Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes ? Où vont-elles ? À quel rendez-vous ? C'est la journée internationale du droit des femmes sur Jade FM.